Les voyages extraordinaires de Jules Verne, une collection Le Monde. Voyagez dans l'espace, explorez les profondeurs des océans avec l'intégrale des voyages extraordinaires de Jules Verne. Redécouvrez l'œuvre romanesque d'un visionnaire de génie qui anticipa avec justesse les progrès technologiques du XXe siècle. Une édition de luxe reproduisant les gravures d'origine et les cartonnages au fer doré, fidèles à la mythique collection Hetzel. Les voyages extraordinaires de Jules Verne, une collection Le Monde, un partenariat France Inter. Par Jupiter, c'est à votre tour à présent, chers amis. Ah, bah non, vous êtes sûr? Moi, je suis pas prête, moi. Ah, c'est vrai? Oui, c'est tous les jours à la même heure. C'est 17h maintenant. Voilà. C'est 17h, mais ça a toujours été 17h. Ah, ça a toujours... Ah oui, mais c'est ça, je me disais, oui. Ouais. Je savais pas, moi. D'accord. Okay. Bon, on va y aller quand même, alors. On y va. Ok, c'est super. Merci, Laetitia Gaillet. Le sort réservé au mot révolution est une façon de l'essorer. Salut Charlie. Ah, salut les amis. Alors cette fois c'est la bonne, on change le monde. Ah, on invite Michel Drucker, ça y est. On fait la révolution là. Ah, d'accord, c'est maintenant. Alors, comment s'appelle notre chef de file alors attention, la révolution c'est horizontal, il n'y a pas de leader. Ouais, pas comme dans cette émission. Quoi. Hein? Non, je me Non, alors notre guide suprême s'appelle Ludivine Bantini, elle est historienne, notamment spécialiste de mai 68. Ah bah comme nous tous ici. Oui, absolument. Bien sûr. Absolument. Alors vous voyez, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Écoutez, laissez croire que si la société ne va pas bien, c'est parce que ses membres ne seraient pas assez entrepreneurs d'eux-mêmes, les chômeurs pas assez courageux. Ah, elle est de gauche, peut-être. A priori, oui. Là, je suis tellement d'accord avec elle. Ouais, mais si t'es d'accord avec tout ce qu'elle dit, on va s'ennuyer pendant l'émission. Mais oui, l'émission, c'est un débat, Charlie. Elle cite même Lénine. Non, mais attends, on va peut-être faire gaffe à ça. Fais voir le bouquin. Alors, t'inquiète, Guillaume, parce que moi, je vais apporter un point de vue critique à tout ça. Parce que... non, déjà, le bouquin, il s'appelle Révolution. Elle a plagié Macron, quoi. Alors, le contenu, à mon avis, n'est pas le même. Bon, alors revenons aux sources du problème. Comment tu l'as trouvé, là, cette Ludivine Bantini? Bah, je sais plus, j'ai lu un article sur ses travaux. Oui, mais où dans l'UMA. Ah, voilà. Alors, moi, perso, je l'ai jamais vu sur BFM Business. Ouais, raison de plus pour l'inviter. Voilà, très bon critère de sélection, Alex. Merci beaucoup. Debout, les dames et de non, la terre. Attends, Charline, fais au moins semblant de pas être d'accord avec elle sur certains points. Voilà. Très bien, ok, je mettrai pas la réponse dans la question. Voilà. Je m'en fous parce qu'elle mettra mes questions dans sa réponse. Debout, les forces de la France. Attendez, mi bémol, je me calme. 3, 4. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la sainte trinité du service public qui refuse la démission de l'actualité pour non-dénonciation de la blague. Amen. Et voici les 3 infos bien peu œcuméniques puisqu'il s'agit de 3 révolutions. Révolution féministe d'abord. Le mouvement MeToo est-il une révolution au sens propre ou pour faire révolution, faut-il que les hommes s'en mêlent? Pourquoi tu nous lâches pas avec les femmes, Stan? Les femmes ont parfaitement le droit de faire partie intégrante de la mouvance, Reggie. Pourquoi tous ces discours à propos des femmes, Stan? Je veux en devenir une. Révolution politique. Ensuite, les Algériens nous rappellent le rôle de l'humour dans le soulèvement pour qu'il paraisse plus léger. Comme dans les manifs de la CGT. J'ai une idée, chômons dès aujourd'hui. Pas mal. Mieux chômer demain. Révolution numérique, enfin. Est-ce un renversement du pouvoir dominant de la matérialité? Et alors pourquoi en France le disque vinyle rapporte plus aux artistes que YouTube? Que dirait Steve Jobs de tout ça? Les amis, ceci est une révolution. Nous l'avons appelée la roue. Ah. Lui, il a révolutionné la rubrique des chiens écrasés. C'est pas faux. Alex Vizorek, bonjour Charlie de Vanonacker. Eh bien, figurez-vous, pour mon retour après mon absence hier, belle équipe directement, belle équipe. 17h20, celle qui a choisi de dédier l'entièreté de son ivresse à la musique. Et vu ses goûts musicaux, j'exclus pas qu'elle ait encore quelques mots de tête. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Oui, alors moi je vous emmène pas en 68, je vous emmène en 58 avec la musique de la mémoire de la Révolution. C'est une autre, on y reviendra. Très bien. 17h30, hier, il a fait le clitoris. Aujourd'hui, il s'est rendu dans une école, soit 2 lieux qu'il fréquente assez peu. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour et merci pour cette belle présentation. Et c'est la semaine de la presse à l'école, les enfants. Donc je suis allé voir des élèves, notamment pour leur parler des brèves d'Alex Vizorek. Je considère pas ça comme une vraie presse. Voilà, ils sont pas dupes quand même les gamins. Et enfin 17h40, merci à elle parce qu'elle m'a gentiment remplacé hier. Et elle a donc découvert que le vrai travail, c'était pas juste de lire des livres en terrasse de café. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler? Révolution. Encore? Est-ce que ce serait pas un peu la thématique? J'ai l'impression que voici celle qui va renverser la table de l'open space. Je vous laisse vous nommer. Vous êtes Ludivine Bantini. C'est bien. Voilà. France Inter, Charline Vanonacker, Alex Vizorek. Ça
par Jupiter. Bienvenue, Ludivine Bantini. Merci beaucoup. Vous êtes enseignante, chercheuse à l'université de Rouen. Vous êtes spécialiste des révolutions et surtout de mai 68. On a eu l'occasion de lire beaucoup de vos travaux, relayés dans la presse, notamment d'interviews, au moment de commémorer, on peut dire. On peut dire commémorer, je pense. J'aime pas beaucoup ce mot-là et personne ne l'aime beaucoup, à part Emmanuel Macron, mais on va pas en parler aujourd'hui, si. Justement, non, mais c'est à dessein que j'utilise commémorer, parce qu'on a souvent dit que aussi mai 68, on a mis les affiches sous verre dans des cadres. Pour les gens qui ne vous voient pas à la radio, vous n'avez pas connu mai 68 vous-même. C'est pour ça que je cherche à toute force à le retrouver dans le présent. Vous publiez Révolution aux éditions Anamosa, où vous expliquez notamment que le mot révolution s'est abîmé. Est-ce que c'est vraiment préjudiciable aux révolutions en cours ou à venir que le mot soit galvaudé ? Oui, je pense que comme le mot réforme qui est utilisé aussi de plus en plus d'une manière qui est complètement délétère, parce que on nous présente des mesures extrêmement agressives sur le plan social comme des réformes, donc ça veut dire qu'il faut s'adapter en permanence, qu'il faut être dans un supposé mouvement, et c'est une manière de retourner le sens des mots qui nous empêche, en fait, me semble-t-il, de se les réapproprier vraiment. Réforme qui veut dire au départ, alors ? Réforme, ce sont des mesures sociales progressistes et qui vise à l'amélioration du bien-être et du bien commun. Donc appeler réforme, la réforme des retraites, la réforme du lycée, la réforme de la sécurité sociale, c'est plutôt des contre-réformes. C'est pour ça que les mots sont importants. Le mot est faible, c'est le titre de la collection, l'idée de contribuer à leur redonner un petit peu de consistance. Mais justement, le fait que le mot soit abîmé, est-ce que vraiment c'est préjudiciable au mouvement révolutionnaire? C'est-à-dire que le mot, c'est une graphie aussi, c'est un dessin, c'est même un très très joli dessin sur la couverture du livre d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que quand la Startup Nation, est-ce que quand la publicité utilise révolution, est-ce que quand il est utilisé dans un sens qui lui est contraire, est-ce que c'est préjudiciable au mouvement lui-même quand il démarre? Par exemple, là en Algérie, on parle de révolution. Est-ce que le fait que le mot soit galvaudé, c'est un problème? Je pense que de toute façon, les mouvements révolutionnaires balayent très vite ce genre d'obstacles. Voilà, c'est très clair. On le voit très bien en Algérie. C'est-à-dire que là, on sait très bien que le mot et surtout sa réalité retrouvent véritablement du sens. Donc, non, disons qu'il y a une double tentative vis-à-vis du mot révolution et surtout, encore une fois, de sa réalité politique et sociale. C'est d'une part de vouloir à toute force la refermer, dire que voilà, c'est fini, il n'y a plus rien à espérer, la révolution est terminée. C'était vraiment l'obsession des élites au 19e siècle. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et il y a un autre processus qui consiste, pour la même raison que le premier phénomène, à l'utiliser pour l'évider en quelque sorte, l'énerver, on pourrait dire, au sens strict du terme. Voilà, l'essorer, lui enlever les nerfs, c'est-à-dire voilà, lui enlever ce qui fait sa force et sa puissance. À titre personnel, quand vous avez appris que c'était le titre du bouquin de Macron, est-ce que vous êtes dit bien joué le con ou vous avez dit con, c'est le président de la République. Ça m'a fait mal. Très choquant. Non, c'était un con. Ah oui, comme à Marseille. Dis donc, con. Voilà. Genre bien joué de sa part. Sinon, je n'insulterai jamais, ni même par la pensée, Emmanuel Macron. Mais non, mais je me suis dit chiche en fait. Je me suis dit, on ferme les yeux et on imagine Emmanuel Macron vraiment dans une révolution ici et maintenant. Donc on l'imagine devant une entreprise du CAC 40, en train de se dire, mais après tout, les vitrines brisées, c'est quand même autre chose que la violence sociale, la violence réelle, etc. Donc, non, mais évidemment, c'est vrai que... D'ailleurs, ça se retourne aujourd'hui contre lui comme un boomerang, parce que évidemment, on peut se dire que... On l'a pris au pied de la lettre. On le prend au mot, et chiche, voilà, on va changer les choses en profondeur. Vous dites... notamment dans ce livre, pas de révolution sans émotion. Le moment révolutionnaire est pétri d'expériences sensibles. C'est aussi votre sujet d'étude qui nécessite du détachement. Comment pas se laisser emporter par une vision romantique de la révolution quand on l'étudie ? Non, mais je pense que les affects, les émotions, la joie notamment, l'enthousiasme, l'espérance ne sont pas du tout coupés de la rationalité. Donc on parle de plus en plus d'ailleurs d'intelligence émotionnelle, et donc il y a une intelligence de nos affects qui nous porte à réfléchir, qui nous porte à saisir le monde. Et on peut pas s'engager d'un point de vue politique. Enfin, j'entends politique dans un sens fort, dans un sens de notre capacité commune à tous et à toutes à s'approprier justement la légitimité,
à intervenir dans le champ politique. On ne peut pas s'engager dans ce champ si on n'est pas pétri, si on n'est pas mu justement par des émotions. C'est intéressant d'ailleurs que le mot émotion, à l'origine, c'est la même étymologie que émeute. Enfin, bon, voilà, c'est-à-dire que c'est un mot qui a longtemps été méprisé par les élites, voilà, qui voyaient simplement des foules qui se rebelleraient. Donc, alors que émotion, c'est quelque chose qui fait bouger. Moere, voilà, ça nous fait bouger, voilà. C'est ce que disent d'ailleurs les Algériennes et les Algériens. Se révolter, c'est se sentir vivant. Donc, mais révolution, c'est aussi un terme physique qui fait qu'on revient au même endroit. On va y revenir. Ouais. C'est le cas de le dire. On va y revenir. C'est l'historienne Ludivine Bantini qui nous accompagne. Révolution aux éditions Anamosa pour réinjecter du sens à ce terme. Et nous allons le faire pendant 1 heure puisque nous allons parler révolution jusqu'à 18h. Mitsuko, il y a de la haine. Un paquet. Très très beau mi bémol. Sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. Ludivine Bantini est en notre compagnie. Elle est historienne, enseignante, chercheuse à l'université de Rouen. Il est 17h21 à Rouen, comme à Paris, comme à Bruxelles. Alex Vizorek, pour entourer. Sachez que Juliette Arnaud est présente, que Guillaume Meurice lui-même n'a pas parlé avec les enfants, aujourd'hui des jeunes en tout cas, des lycéens, et que Mélanie Bauer nous parlera musique de l'année 58. Et les informations radiophoniques, c'est tout de suite. Aujourd'hui se pose la légitimité
du maintien de M. Castaner au ministère de l'Intérieur. Le journal de presque 17h17. C'est pas tellement urgent d'aller se faire sauter la gueule. Qui saute pas n'est pas Macron. On commence par les titres. Sous le feu des critiques, Christophe Castaner a affirmé qu'il n'envisageait pas de démissionner. Tu m'étonnes, à part animateur dans un club Marmara, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? C'est Nathalie Loiseau qui devrait mener la liste La République En Marche aux élections européennes. L'oiseau normal, hein, comme La République En Marche fait l'autruche depuis le début de la crise des Gilets jaunes. C'est brillant. Excellent jeu de mots ornithologique. J'en avais l'autre, j'avais l'oiseau normal, La République En Marche, qui répète tout ce que dit Macron comme des perroquets. Alors, on avait le choix entre deux. Entre trois, l'oiseau normal, vu comme La République En Marche a tendance à battre de l'aile en ce moment. En plus, il y aura des brèves. Oui, non, elle s'envole vers le cieux du rire, les brèves. Ah là là. On perd tellement d'audience à ce moment-là. Aujourd'hui, 2 éphémérides. Car aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bonheur. Voilà l'équivalent du 30 février pour Jean-Marc Ayrault. Mais aussi, c'est la journée internationale sans viande. Bonne fête à Aymeric Caron. Et passons à une page gilet jaune sans transition. Alors ça, évidemment, suite à l'incendie au Fouquet's, on écoute la réaction officielle d'Emmanuel Macron. La France, elle a un patrimoine et le Fouquet's en fait partie. Que ça leur plaise ou non. Hein ? C'est pas Emmanuel Macron, c'est Jacqueline Moreau. Ah oui, excusez-moi, j'ai confondu. Mais qu'est-ce qui différencie les deux alors ? Ok, bon, alors d'ailleurs, selon un sondage BFM TV sur les Gilets jaunes, 84% des Français condamnent les violences de samedi dernier. Oui, les 16% restants, ça doit être les journalistes de BFM TV qui n'arrêtent pas de se vanter des audiences pendant les manifs. La maison et la voiture d'Éric Drouet, figure des Gilets jaunes, a été vandalisée dans la nuit de lundi à mardi. Sa maison a notamment été peinte en jaune. Oui, je crois que si ça ne tenait qu'à lui, Christophe Castaner serait dispo pour mettre la 2e couche. Ça, c'est sûr. Non, l'ironie, ce serait que maintenant Éric Drouet demande une protection policière. Passons à la suite de l'actualité. Édouard Le Bourgeois, c'est un ancien cadre du Front National. Il a été condamné à 5 ans ferme à Rouen pour pédophilie. Ah oui, ils sont comme ça au Front National. Autant les étrangers, c'est dehors, les enfants, c'est dedans. De son côté, Brigitte Bardot a écrit au préfet de la Réunion pour dénoncer, je cite, une population dégénérée avec des réminiscences de cannibalisme. Si on pouvait l'envoyer à la Réunion, Brigitte Bardot serait capable de la bouffer, c'est peut-être une idée. On serait tranquille. Oui. Passons à Joe Star, qui rappe des cours pour que les collégiens puissent réviser. Et oui, vous qui êtes professeur, ça va vous plaire cette idée-là. On écoute un cours d'histoire sur l'affaire Dreyfus. C'est Joe Star. Le capitaine Dreyfus, alsacien d'origine juive, est accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets. Jugé et condamné sans preuve pour trahison. Il est déporté en Guyane à perpétuité. Il est peut-être coupable quand même, Dreyfus. C'est bien martelé, on peut dire. Allez, des brèves. Oui, des brèves. Selon une étude, 3 millions de Français n'ont pas les moyens d'avoir une hygiène correcte. Et c'est fou, ils se trouvent tous dans le métro parisien en même temps le matin. La dernière ? Et la dernière, c'est les pompiers de Paris qui ont lancé sur Twitter une action pour qu'on ne les appelle pas pour rien, en diffusant des vraies demandes improbables arrivées à leur centrale. Urgence pompier. Dans mon salon, j'ai aperçu une araignée grosse comme le pouce d'un homme, avec un gros corps noir, avec des grosses pattes. Alors je sais pas si vous intervenez. Malheureusement, on n'intervient pas. Vous prenez un manche à balai puis vous lui tapez dessus. Voilà. Ça, c'est des petits conseils qu'on donne. Un manche à balai. Merci Alex Vizorek. Ludivine Bantini, l'historienne, est en notre compagnie, spécialiste de la Révolution. On va parler avec vous de la Révolution féministe. Alors, le renversement de la domination masculine va prendre beaucoup de temps et elle progresse sans action violente. C'est-à-dire qu'à notre connaissance, aucune femme n'a encore brûlé une affiche de Jean-Marie Bigard. Alors, peut-on parler de révolution féministe à proprement dit pour désigner le mouvement MeToo ? On arrête le balai-ballon. Au Québec, ils sont beaucoup plus respectueux des femmes. Sèvres, c'est une ville de machistes. Ah bah voilà ce que je vais importer du Québec, le féminisme. Vous avez pensé à nos concitoyens masculins ? On les emmerde. Ah bah voilà qui vient parler, Gisèle, on les emmerde. Franchement, je préférais le ballon-balai. Oui, évidemment, hein. 2 femmes avec un balai entre les mains, ça vous excite, non ? Macho quand même, oui. Est-ce que vous connaissez la proportion du nombre de rues qui portent des noms de femmes à Sèvres ? Non. 12%. C'est minable, là. Quand même. Il n'y a même pas une rue Simone de Beauvoir. Ah bah c'est dégueulasse. Oui, mais il va falloir en parler à monsieur le maire. Je veux ma rue Simone de Beauvoir. Sinon, je vous préviens, Jean André, en 2 temps 3 mouvements, vous aurez à dos toutes les femmes de Sèvres. Valérie Bonneton dans Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. Votre ouvrage s'appelle Révolution.
vous réexpliquez le sens du mot, vous donnez des exemples, on parle de la Commune de Paris de 1789, des printemps arabes, etc. Mais il y a aussi un chapitre qui est consacré à la révolution sexuelle, à la société hétéronormée, mais pas proprement dit à la révolution féministe. Est-ce qu'elle existe, cette révolution féministe? On peut accoler le mot révolution? Ah oui, je pense que c'est tout à fait légitime et pertinent de le faire, parce que c'est sûr que c'est un bouleversement incroyable à l'échelle, on va dire anthropologique, à l'échelle de l'histoire humaine. Cette idée de progresser vers une égalité femmes-hommes, c'est une révolution considérable, en effet. Je pense qu'à l'instar de ce qu'on a nommé peut-être un peu vite la révolution sexuelle, peut-être qu'il y aura véritablement révolution quand ces catégories-là ne seront plus véritablement pertinentes. Enfin, femmes, hommes, c'est-à-dire que, évidemment, on continuera de l'être, mais on n'y attachera plus une importance qui crée des discriminations, qui crée des formes d'inégalité, etc. Donc oui, je pense que c'est une révolution majeure, hein, qui se fait sur le long terme, qui se fait de manière structurelle, hein, pour employer un terme que vous savez bien, Guillaume. Mais voilà, enfin c'est... Vous connaissez bien Guillaume, les deux? Il m'a fait quelques confidences voilà, sur son intérêt pour le mot structure. Donc, mais j'ai pas hésité à le replacer. Vous nous expliquez aussi qu'une révolution, c'est aussi des moments révolutionnaires. Quel serait le moment? Est-ce que c'est l'affaire Weinstein? Est-ce que ce sont les femmes qui sont descendues dans la rue aux États-Unis contre Donald Trump avec des petits chapeaux roses? Est-ce que cette révolution féministe, elle a eu son moment ou elle l'attend encore? Oui, il y a des moments. Je pense que le moment autour de 68, hein, c'est pas du tout pour tout rabattre autour de cette période, mais elle a été fondamentale en termes de prise de conscience, en termes d'organisation aussi de ce mouvement, en termes par exemple de constitution de groupes, hein, de groupes femmes, de groupes de conscience, qui a libéré la parole et qui a vraiment aidé à se réapproprier en fait cette parole, cette légitimité aussi à intervenir encore une fois dans le champ politique au sens large. Et du coup, ça a fait ressurgir aussi cette capacité à s'organiser dans les manifestations. Les manifestations en Argentine, par exemple, c'est vraiment considérable. Les manifestations en Espagne, voilà, comme on l'a encore vu récemment à l'occasion du 8 mars. Donc, et est-ce que pour qu'il y ait révolution, il faut que les hommes s'y mettent aussi? Ah ben bien sûr, ça se fait pas sans eux. La révolution, c'est tous, c'est ouais, les parce jeunes. On y vient. Ouais, voilà. Donc par exemple, il y a parce qu'il y a de l'humour, il y a évidemment un humour féministe, hein, qui accompagne cette révolution. Par exemple, un homme qui dirait ah oui chérie, j'ai envie de passer mes vacances dans un endroit où je suis jamais allée. Ben, pourquoi pas dans la cuisine, par exemple, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, c'est changer aussi. Ça fait pas rire avec ça. J'aime pas bien la vanne. Mais on va y venir à l'humour. À l'humour dans la révolution, on va y venir tout à l'heure avec la révolution algérienne. On verra si on peut la qualifier de révolution avec vous tout à l'heure. Ludivine Bantini, historienne, Université de Rouen. Et Mélanie Bauer est avec nous pour nous parler musique. Oui, alors peut-être vous vous souvenez de cette chanson, on l'aimait bien sur France Inter, c'était en 2015. Bon d'accord, vous vous souvenez pas. C'est pas grave. C'est Elie Semoun, c'est son album de Bossa Nova. Bref, l'artiste camerounais Blik Bassi revient ce mois-ci avec un disque à valeur politique et historique, 1958, hommage à la vie et au combat de l'indépendantiste Ruben Niobé, assassiné d'une balle dans le dos par la France. Il a réussi à donner à l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, née une dizaine d'années plus tôt, une envergure nationale, avec un rayonnement qui dépasse d'ailleurs les frontières de son pays. Pierre Messmer a donc décidé d'en finir avec ce nationaliste qui contrarie son projet de conserver le Cameroun dans le giron français. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre. De lui faire la guerre, de l'éliminer. Eh oui, Pierre Messmer, haut commissaire de la France, fera donc exécuter et traîner le corps de ce dangereux pionnier de la décolonisation que l'on appelait aussi au Cameroun Podol, c'est pas facile à dire. Celui qui porte la parole des siens. Babi kolol, babi kos, babi pou, babi tem, babi pel, ma belle. Babi holos, babi pan, babi king.
Jusqu'aux années 90, au Cameroun, on brûlait les livres de Ruben Umniobé. Il était interdit de même évoquer l'ancien syndicaliste fondateur de l'Union des populations du Cameroun. Blik Bassi brise ce silence. Il interprète le rôle du héros tabou, traqué dans le clip de la première chanson du disque, Ngwa, qui veut dire « Mon ami » en bassa, une course vers la liberté. Dans cette vidéo magnifique réalisée par Tebogo Malopé, tournée dans les grands espaces d'Afrique australe au Lesotho. Le compositeur et poète Blik Bassi vit en France depuis 2005. Il en est d'ailleurs une des belles plumes avec un premier roman paru chez Gallimard, Le Maobi Cinéma, écrit tout en jeu de langue, la souplesse du cam-fran-anglais, un mélange de français, d'anglais et des 260 langues du Cameroun, une belle leçon d'ouverture francophone. Son amour des mots lui indique la voie de la mémoire. Il explique qu'il est impossible de bâtir quelque chose sur des racines coupées. C'est pour cela qu'il chante l'histoire silencieuse du Cameroun dans sa langue natale, le bassa, et pose cette simple question: comment est-il possible que 60 ans après l'indépendance officielle du pays, nous en soyons là? Sorry, nigel ni beyo. Lo yes bi wele ni kere wongi. Onge ba bi wele ni munu wongi. Lo yes ho. Inyonyo ninyo. Lo yes ho. Iho ni mao. Long yes winengeli kere wongi. Papire din chomo ki kipi tong bimo. Inge mo ki bi perne ni munu wongi. Inyo baby well ni beski wongi. Ha tango ngem le long. Inge ni yo ki wo. Mumye abi well ni beski wongi. Spana din kirne ni kere wongi. Elong yesi ho. Inyonyo ninyo. Elong yesi ho. Iho ni mao. Amombo kara ni me. Elong yesi ho. Iho ni wongi. Yes, you are. In your dear mouth. Eba. Lo yes, you are. In your niño. Blik Bassi, 1958, c'est le titre de l'album. Il sera entre autres dates en concert à Paris, à La Cigale le 15 avril et au Printemps de Bourges le 20. Mélanie Bauer, merci beaucoup. Moi, je ne connaissais pas, c'est une belle découverte, c'est magnifique. C'est très joli, l'album d'avant est magnifique aussi. Ah bah, très bien. 17h36 sur France Inter, 17h36 à Lille, où est née Ludivine Bantini, notre invitée historienne. Lille, où nous serons vendredi. On y sera. En direct.
Avec Audrey Fleurot. Pour le festival des séries. C'est Sérimania, ça s'appelle. Oui, on retourne dans Schnorr, quoi. Voilà, on sera pas loin de chez nous. On rentrera pas chez nous, je veux le dire. Imaginez même pas. Les gens seront trop contents. Ludivine Bantini, donc, qui nous parle de révolution du mot et de ses conséquences. Livre paru aux éditions Anna Mosa. Juliette Arnaud va y revenir tout à l'heure. Il y a aussi Guillaume Meurice. Oui, c'est la semaine de la presse à l'école. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. C'est une belle initiative. On a entendu, par exemple, ce matin, des enfants ont remplacé des chroniqueurs dans le 7-9. Il y a un gamin, par exemple, qui a lu Picsou Magazine à la place de Dominique Seux. C'était assez absurde, mais finalement assez sympa. Ah, on me dit en régie que non, c'était bien Dominique Seux. Pardon, excusez-moi. C'est mauvais exemple alors. Mais enfin bon, c'était sympa quand même. En tout cas, la semaine de la presse à l'école, voilà, on éduque les enfants aux médias et ça permet d'éviter la diffusion de fake news, par exemple, qui pullulent partout. J'ai lu l'autre jour dans un journal à propos de Juliette Arnaud, la très discrète et délicate chroniqueuse. Alors là, ces fake news sont faciles à débusquer, vu qu'elle a un rire qui n'a rien à envier à un A380 au décollage. Donc faites attention à ça. Et des fake news, il y en a plein. Autre exemple. Je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. Voilà, alors là c'est un mec bourré à la sortie d'une boîte de nuit, donc pas de conséquences. Mais imaginez que cette personne soit ministre de l'Intérieur, là ça serait consternant, voire dangereux. Donc c'est important. Est-ce que les jeunes sont au clair là-dessus ? Tel Jean-Marc Morandini, je suis allé devant les lycées ce matin. Par exemple, comment ce lycéen s'informe ? Je m'informe pas trop parce que déjà... Les informations, ça m'intéresse pas vraiment. Ça, vous vous en foutez de ce qui se passe dans le monde ? Ouais, c'est ça. Voilà, première petite astuce pour éviter les fake news, n'en avoir rien à carrer de ce qui se passe. Alors là, il n'y a pas de risque. On te dit, les Illuminati vont venir détruire le monde. Tu t'en branles complètement. Très bon remède à l'intox. Alors sinon, il y a Internet et plein de sites. Info, je sais pas, bref, moi je regarde souvent ça. Info, je sais pas quoi. Alors, c'est souvent des nouvelles, mais... Comment vous faites alors pour être sûr de l'info ? Eh ben, on l'est pas. Alors, autre astuce, oui, bien sûr. Allez sur des sites d'infos pour ne pas vouloir s'informer. Alors là, c'est pareil, vous évitez complètement la désinformation. Nous, on fait ça notamment avec les chroniques de Mélanie. On écoute attentivement parce qu'on ne s'intéresse pas à la musique. Donc, on pige rien. C'est une bonne astuce. Autre possibilité, évidemment, pour les lycéens, les réseaux sociaux. Facebook, Twitter. Ouais. Mais alors en suivant quel compte ? Parce que Facebook, Twitter, il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est plus les partages. Plus c'est partagé, plus c'est vrai ? Ouais. Ah, mais comment vous faites le tri ? S'ils en parlent à la télé, après, c'est que c'était vrai. Alors attention, attention à ça, parce qu'on entend autant de conneries qu'on y voit Alex Vizorek à la télé. Et des fois, c'est même Alex Vizorek qui dit les conneries. Dans une sorte de mise en abîme de la connerie, parfois. Donc attention à la télé, je rappelle que le garant de la moralité à la télé s'appelle Cyril Hanouna, que Charline a quitté la semaine dernière et qui visiblement s'en remet quand même difficilement. Mais voilà, la télé, c'est vrai que ça reste une référence chez les jeunes, c'est un problème. Et au hit parade de la télé pour les lycéens. Souvent, c'est BFM TV. Et avec ça, vous vous sentez bien informé ? Je pense. Si c'est là, c'est que il donne de bonnes informations. Si c'était faux, je pense pas qu'il continuerait à être à la télé. Ouais. Alors, attention, je dis pas que BFM TV donne des mauvaises informations. Je dis juste que leur éditorialiste politique, c'est Christophe Barbier. Voilà, c'est tout. Faites ce que vous voulez avec ça, il n'y a pas de problème. Christophe Barbier qui fait le poirier, qui délire pas mal, comme on dit, c'est de la pipe, et précisément sur Macron. Voilà. Donc un conseil, vérifier. C'est visuel également. Donc un conseil, vérifier les infos comme cette jeune fille. Par exemple, pendant la période des attentats, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé sur les réseaux et justement on arrivait à vérifier si c'était vrai ou pas. Par exemple, en regardant si par exemple la personne qui avait publié telle information sur Twitter, elle était certifiée. C'est quand même un gage d'assurance et de... Après, Nicolas Dupont-Aignan, il est certifié sur Twitter. Ça dépend. Ça dépend. Faites gaffe aussi, un compte certifié. Alors, je rappelle, c'est un compte que Twitter ou Facebook reconnaît comme une vraie personne, mais ça n'engage pas la personne à dire des trucs pertinents. Ça se saurait. De même que le nombre de gens qui suivent les comptes n'est pas un gage non plus. Si on prend notre exemple, notre émission, c'est 178 000 personnes qui suivent. Bob l'éponge, 51 millions. Voilà, ça remet les choses un petit peu à leur place. Ça fait du bien à l'humilité aussi de se mettre là. Autre élève face à la presse ? Moi, j'arrive pas trop... à faire la différence entre les deux. Vous êtes un peu vigilant vis-à-vis de ça ? Quand vous voyez une info, par exemple, comment vous faites pour savoir si elle est vraie ou pas ? Je le montre à mes potes parce qu'eux, ils savent faire la différence. Voilà. Vos potes, ils savent faire la différence entre une vraie et une mauvaise info ? Comment ils font ? Je sais pas. Oui, alors une nouvelle fois, je dirais attention aux potes. Ça dépend les potes que vous avez. Si ton pote c'est Bruno Gollnisch, c'est pas la même chose que c'est Ludivine, par exemple. 2 salles, 2 ambiances, comme on dit sur le dance floor de la place Beauvau. Soyez vigilants et concluons avec un dénicheur de fake news. Tout se sait quand c'est faux, on le sait quand c'est vrai, on le sait. Ah ouais ? Ouais, tout est connecté.
c'est un réseau, quoi. Donc ça veut dire on peut savoir si c'est vrai ou pas. Mais comment vous faites pour savoir si c'est vrai? Ouais, donc ça sait de toute façon. Tout se sait, non? Non. Et c'est bien ça le problème. Je vous rappelle qu'on vit dans un pays où Pascal Praud a une carte de presse. Alors quoi faire? Voilà, être vigilant, croiser les sources, lire Bourdieu et se dire que l'information est un sport de combat. Merci Guillaume Meurice. C'est un peu inquiétant, non, quand même? Il y a de tout. Je vous ai fait un petit best-of, évidemment. Vous avez déjà écouté une chronique de Guillaume Meurice qui soit pas inquiétante? C'est vrai, je sais pas, je cherchais des jeunes qui ont l'air quand même d'avoir quoi, 15-16 ans. C'est ça, c'était à Place de la Nation, c'est devant le lycée Arago. On salue. C'est pour ça qu'Interclasse sur France Inter, c'est aussi pas mal. Oui, bien sûr. 17h41. Nous sommes en compagnie de l'historienne Ludivine Bantini, dont l'objet d'études fétiche, c'est la Révolution. Alors, voici ce titre. Bouteflika s'engage à mourir en cas de victoire. C'est un titre de El Manchar, c'est l'homologue algérien du Gorafi. Et là, je vous engage à vous abonner sur Twitter à ce compte. Cet esprit satirique est descendu dans la rue où chacun rivalise de blagounettes en battant le pavé à Alger et ailleurs pour demander à Boutef de dégager. On peut dire que c'est une révolution avec humour et il y en a eu d'autres. Écoutez. Alors, comment ça se passe? C'est quoi ça? Ça, c'est un pavé en mousse. Normalement, j'en vends plein, mais là, c'est pas trop dans l'air du temps. Mademoiselle, bonjour. Regarde Funeste, une mini guillotine. Ça, c'est génial. Ça, c'est vachement bien. Vas-y, faites voir. On peut avoir une démonstration? Oui. Alors, c'est comme à l'époque, vous soulevez, vous placez le doigt, et comme à l'époque, paf. Oh, c'est bon ça. Génial, j'achète. Bon. Et c'est 40, 50, c'est 60. Je pense à tous ceux qui se sont fait guillotiner. Ça n'a pas eu que du bon cette révolution. Ça se monnaie comme la révolution un peu aujourd'hui parfois dans la pub. C'est un extrait du film La fille du 14 juillet. Le Monde a notamment fait un article sur l'aspect humoristique, on peut dire, des slogans de la révolution algérienne, daté de mardi. Le Monde qui dit les Algériens rivalisent d'humour pour braver Bouteflika et le système. Alors sur la base de quelques pancartes vues dans les manifestations, la presse en France, j'avoue que je ne suis pas allée voir la presse en Algérie ce qu'elle en dit, mais la presse en France qualifie la révolution des Algériens de révolution du sourire. Est-ce que ça vous semble à propos? Révolution du sourire semble antinomique quand on lit votre livre qui redonne tout son sens aux mots. Enfin, c'est toujours une manière d'enfermer les événements dans des catégories, dans des expressions qui, là, auraient tendance peut-être aussi à euphémiser en quelque sorte la puissance de l'événement. Donc, voilà, révolution de Jasmin, etc. Enfin, révolution du sourire, c'est... Pourquoi on l'euphémise ? Pourquoi est-ce qu'on l'euphémise? Révolution du jasmin, révolution du sourire? Parce que le mot révolution fait peur. C'est parce que, en l'occurrence, celles et ceux qui essaient de poser des mots comme ça, et notamment des commentateurs, c'est aussi pour déminer en quelque sorte l'événement, la puissance de l'événement. Il n'empêche que c'est vrai qu'il y a un humour. Pourquoi il y a un humour aussi débordant? Pourquoi il y a une telle créativité dans un moment révolutionnaire comme le moment révolutionnaire algérien aujourd'hui? C'est aussi parce que la révolution, c'est un temps en suspens, en quelque sorte. C'est un temps extraordinaire. C'est un temps qui permet aussi de libérer des potentialités créatrices qu'on porte en nous. Enfin, vous les avez tout le temps. Voilà, c'est en libération permanente de vos potentialités créatrices. Mais enfin, voilà, nous, les individus lambda, c'est vraiment dans des moments comme cela que voilà, il y a une expression de joie. On parlait des affects révolutionnaires tout à l'heure. Ça fait partie de la révolution, de la dérision. Et puis il y a aussi l'influence de la colonisation, de l'autorédérision qui s'est développée à l'époque en Algérie. Ils disent, par exemple, comme panneau, il n'y a que Chanel pour faire le numéro 5. Ou sachant que la révolution s'exporte aussi à travers la presse internationale, les Algériens font aussi des pancartes qui s'adressent au monde entier en disant, par exemple, chers États-Unis, il n'y a plus de pétrole ici, donc tenez-vous à distance, à moins que vous ne cherchiez de l'huile d'olive. J'ai vu aussi, il y en a un qui est pas mal, c'est on va faire un fauteuil présidentiel en Tefal, comme ça, le futur président n'y collera pas. C'est pas mal. C'est excellent. Juliette Arnaud, vous aviez une question pour Ludivine Bantini. Oui, en observant la presse française parler justement de la révolution qui est en train de se produire en Algérie, j'ai remarqué que toutes les presses de tous bords insistent beaucoup sur le côté justement souriant, pour le moment non violent et totalement pacifique. Totalement pacifique. Et je me demandais s'il n'y avait pas une manière un petit peu passive-agressive également de mettre un taquet supplémentaire aux gilets jaunes.
Oui, bien sûr. Bon, là, on l'a vu beaucoup, en effet, dans la presse, une manière d'opposer les deux mouvements. D'un côté, un mouvement qui serait justement uniquement fondé sur le sourire, le rire, l'humour et le côté très paisible, pacifique et non violent. Et puis de l'autre, des gilets jaunes qui seraient les vilains petits canards de l'insurrection, du soulèvement. Et moi, je pense que c'est aussi une manière de reconduire des disqualifications, des dénigrements d'événements comme celui des Gilets jaunes. Je ne pense pas qu'on puisse encore parler de révolution d'ailleurs à ce sujet, mais de fait, il y a une aspiration à la justice sociale, à l'égalité, à la dignité. Et donc, bien sûr que on parle beaucoup de casseurs, par exemple, actuellement, pour ce qui concerne le cas français, pour l'opposer à ce qui se passe en Algérie. Mais il y a quand même des raisons de parler de casseurs en ce moment. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais le mot casseur, je veux dire, par exemple, qu'est-ce qu'on dirait au sujet de celles et ceux qui ont pris la Bastille. Est-ce que ce sont des casseurs? S'il y a toujours une manière d'exalter des moments révolutionnaires parce qu'ils appartiennent à des périodes passées ou des espaces géographiques qui nous sont éloignés, tandis que quand l'histoire est en train de se faire près de chez nous et sous nos yeux et peut-être avec nous, là, c'est quand même et la prudence et la distance, voire le repoussoir. Oui, de la même manière, les résistants, je vous rappelle, pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, étaient appelés terroristes, y compris au sein de leur famille. C'est bien de le rappeler, c'est vrai. Ouais. La révolution féministe possible, ça viendra dans un deuxième temps, par exemple en Algérie, parce que la révolution, ici on voit bien qu'il y a révolution en Algérie parce qu'il y a volonté de renverser un pouvoir dominant. Est-ce qu'on renverse un pouvoir à la fois? Est-ce que la révolution politique en Algérie pourrait ouvrir la voie à une révolution un peu féministe, puisqu'on voit les femmes de plus en plus en avant dans les mouvements? Oui, bien sûr, on voit la présence des femmes est très importante, elles prennent la parole, et donc il y a une espèce de phénomène circulaire, parce que la révolution libère des énergies, libère des prises de conscience, libère des paroles, et dès lors, il n'y a pas de cloisonnement. Enfin, une révolution est tout à la fois politique, sociale, culturelle. Et d'ailleurs, on a parlé de révolution féministe, mais c'est vrai que l'aspiration de la révolution féministe, il a une ambition universelle aussi. Et donc, elle croise des oppressions. Il ne s'agit pas de juste considérer que la révolution féministe s'oppose aux oppressions du patriarcat, mais elle est attentive aussi à d'autres formes d'oppression. C'est en tout cas inhérent. Ludivine Bantini, Juliette Arnaud a également lu votre ouvrage Révolution, paru aux éditions Anamosa. Sur Google, quand on tape le beau nom de Révolution, véridique, la première occurrence qui tombe... Jennifer. Non, merci mon Dieu. Ça nous a été épargné. Non, la première occurrence qui tombe, c'est industriel. Avant française. Alors, t'en veux de l'altération de concept, en v'là. En même temps, vous allez me dire Google. Bon, alors je me suis dit, péto, je vais attraper cette affaire autrement. Comme cette collection s'attache à revisiter un mot galvaudé, une notion dénaturée, alors on va se cramponner aux mots. Et moi, une de mes méthodes favorites de décryptage des bouquins, c'est d'extraire la première et la dernière phrase. Le livre commence par les mots suivants. Elle, la révolution, parle, et s'achève par elle, toujours la révolution, redonne du désir quand il s'était perdu. Eh ben voilà qui me semble plus cohérent et appétissant qu'industriel. Plus appétissant également que le livre-programme du candidat à la présidentielle Emmanuel Macron, et qui s'intitulait aussi donc Révolution, et dans lequel la révolution n'est, et je vous cite, et ne peut être qu'un argument de vente, une expérience, jamais. Un seul titre, un même mot, mais très clairement deux lectures. Ça, c'est très courant dans le monde de la chanson. Ainsi, Holiday, vacances, Guillaume Monnier. Oui, c'est bon, alors, jusque-là, oui. Vu par Madonna, ça donne ça. Petit week-end à Miami, pépouze. Et vu par Green Day, un groupe punk, c'est ça. Et on sent que c'est pas les mêmes vacances, hein. Très clairement, il apparaît que Madonna ne partira pas en vacances avec les mecs de Green Day, pas plus que Ludivine Bantini et Emmanuel Macron ne vont partir ensemble et ne comprennent de la même manière le mot révolution. Ludivine Bantini, donc vous évoquez des gens ayant un lien intime, intense avec l'idée de révolution. Sauf que c'est pas Xavier Niel ou Bernard Arnault. Et en plus, merveille, ce sont des gens qui en 2019 sont moins mis à l'honneur qu'en leur temps ou dans d'autres temps. Comme Simone Veil. Alors l'autre Veil, celle avec un W. Pas la Simone avec un V, qui est super aussi, mais il se trouve qu'on a une autre super Simone Veil en France. On aime toutes les Simone, d'ailleurs, on les salue, les Simone. Qui est écrivaine comme Simone de Beauvoir aussi, et philosophe. Et sauf que cette Simone Veil avec un W fut aussi une des rares à avoir partagé la condition ouvrière. Pour de vrai, elle était fraiseuse, notamment chez Renault. Et pendant les grèves de 36, elle écrivait « Les machines auxquelles on a donné le meilleur de sa substance vitale se taisent, ne coupent plus les doigts, ne font plus mal. » Et ça, voyez-vous, Simone Veil, elle le savait jusque dans son corps.
Et puis vous ramenez aussi un petit peu des morts. Pierre Goldman. Qui se souvient de Pierre Goldman maintenant? Intellectuel d'extrême gauche et activiste et un peu bandit aussi. Et assassiné. Alors ça, il paraît. Assassiné, c'est sûr, mais par un groupuscule d'extrême droite appelé Honneur de la police. Eh oui. Oh, c'est de droite, ça. Il y avait d'autres gens à l'époque de son assassinat qui disaient que c'était plutôt la police de VGE. Bref, Pierre Goldman, qui lui aussi nourrissait son instinct révolutionnaire dans la mémoire d'un autre jeune homme, Marcel Rajman, résistant, qu'il a payé de sa vie et qui se revendiquait, écoutez bien, c'est magique, juif, révolutionnaire et patriote. La mémoire révolutionnaire est ainsi, elle se sédimente. Alors on va en arriver aux choses qui fâchent. La révolution contient de la violence. Alors qu'est-ce qu'on fait? On déclasse la révolution puisqu'elle contient de la violence. Sauf que la violence est intime également, et vous le rappelez, Ludivine, avec la religion, avec les colonies, avec la République ou avec l'Empire. Combien de massacres commis en leur nom à eux, vous nous rappelez? Une chose amusante à ce sujet, du lien entre révolution et violence, parce que moi quand j'entends le mot révolution, c'est ça que j'entends dans ma tête, ce riff-là. Vous le reconnaissez? C'est Revolution des Beatles et ça date évidemment de 68. À l'époque, Lennon, c'est la tête politique des Beatles et il écrit cette chanson. Pas pour dire oui, c'est super la révolution, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pour répondre aux activistes extrémistes de son époque et qu'il pousse à se déclarer de leur côté. Sauf que Lennon est pacifiste, profondément. Et cette volonté de pacifisme l'amène à critiquer certaines manifestations. Il dit notamment où nous ont mené les manifestations de protestation. On n'a parlé que de violence, voilà le résultat. Alors il chante cette chanson. Mais quand vous parlez de destruction, vous savez que vous ne pouvez pas compter sur moi. Là, évidemment, Lennon pince un super mauvais quart d'heure avec tous ses amis extrémistes. On ne va pas se tirer les cartes entre gitans. Sauf que si on réécoute très attentivement ce qu'il dit à ce moment-là, écoutez bien. À la fin, il dit out. Et puis après, il rajoute in. Écoutez bien. Très léger. Oui, c'est léger, sauf que si vous regardez les images sur YouTube, vous allez le voir, il détourne un tout petit peu sa bouche du micro et il dit « ne comptez pas sur moi », ou plutôt si. Ouais, c'est Macron en fait, et en même temps, je serai pas là, et en même temps, je serai là. Alors moi, ce que je me suis dit, c'est que si Lennon ne sait pas que penser à propos des rapports entre révolution et violence, c'est pas moi qui serais mieux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le révolutionnaire anglais William Morris avait raison quand il écrivait « ce n'est pas une revanche que nous désirons pour les pauvres, c'est le bonheur ». Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci pour cette lecture de Révolution aux éditions Anna Mosa. C'est une collection qui s'appelle Le mot est faible. Ça coûte 9 €, ça se glisse dans la poche et c'est vraiment très très intéressant. J'ai l'impression de parler d'un message caractère informatif. C'était vraiment très intéressant. Mais c'est vrai, le mot est faible. J'espère qu'il y aura, où il y a déjà le mot surréaliste qui est employé à toutes les sauces et on tient vraiment à ce qu'il retrouve son sens premier. Non, moi je suis pas compétente pour le faire, mais j'aimerais qu'il existe. Est-ce que je peux dire que sur Twitter, quelqu'un nous dit sur Quant, donc l'autre moteur de recherche, eh bien c'est Révolution permanente et puis Révolution française Classe. qui arrive. Donc lâchez Google les gens. Nous dit, Révolution permanente, c'est autre chose. Voilà. Ça c'est pas pareil. Ludivine Bantignon va aborder ce dernier sujet, car Guillaume l'a rappelé aussi, si étymologiquement révolution signifie retour en point de départ en fait. Le succès du disque vinyle, est-ce que ce serait une révolution en France? Figurez-vous que la vente de vinyle a rapporté 15 millions de plus que YouTube à la filière musicale, c'est propre à la France. Les jeunes, représentent 30% de ce marché. Alors, c'est dans les pages rouges du Figaro aujourd'hui, les pages éco, eh oui. Alors, la révolution... On pensait que c'était pour la litière du chat, ça. Il nous reste très très peu de temps, mais juste la révolution numérique, c'est justifié ou c'est encore une exagération? Non, mais moi j'ai pas envie de faire la police ni du vocabulaire ni de la pensée. Je pense qu'on peut tout à fait utiliser ce mot. Voilà. Mais bien sûr que c'est à l'origine un terme cosmologique. La révolution d'une planète autour de son astre. Mais ce qui est vraiment important, c'est le moment où le sens a basculé notamment au moment des Lumières et des révolutions haïtiennes, états-uniennes et françaises, quand on s'est mis à se dire que la révolution, ce sont les femmes et les hommes qui la font. Donc voilà. Mais on n'est pas là non plus pour contrôler les appellations. Donc on peut dire la révolution numérique, comme on a dit la révolution industrielle.
Ludivine Bantini, historienne, voulez-vous bien être un peu comédienne avec nous, s'il vous plaît? Oui, on va faire un petit sketch avec vous, comme tous les jours. Vous savez que depuis mardi, donc hier, le Petit Futé Corée du Nord est sorti. Ah bah oui, d'ailleurs, il est probablement interdit de vente là-bas, mais il est sorti, il existe, et donc il y a quelqu'un qui a dû aller le faire. C'est vous, Ludivine, et vous êtes évidemment suivi par deux acolytes du régime que sont Guillaume et Charline, et qui vous font visiter ce merveilleux pays. Bienvenue en République populaire et démocratique de Corée, Petite Futée. Le Petit Futé et le guide. Et tout le plaisir est pour moi. Bienvenue, camarades. Nous allons vous conduire à l'hôtel Yangatko. Avant tout, vous devez jurer sur l'honneur que vous ne fomentez pas une révolution. Vous savez, moi, la révolution, ça n'a jamais été mon truc. Très bien. Dites, qui est ce monsieur dont on voit là sur les portraits partout là? C'est Kim Jong-un, grand dirigeant, père du peuple, soleil de l'avenir communiste. Guide des rayons du soleil, dirigeant des forces armées révolutionnaires. Soleil brillant du 21e siècle, glorieux général descendu du ciel. Ok, je crois que j'ai compris, merci. Bonjour, bienvenue à l'hôtel Yangatko. Bonjour, dites-moi, il n'y a pas grand monde dans votre hôtel hein? Oui, c'est parce qu'on est en basse saison. Oui, c'est ça, voilà, en basse saison. Mais en juillet et août, les gens se bousculent pour venir. Il y a une véritable armée de touristes. Voilà. Calmez-vous, dame Charline, On camarade. a reçu l'été dernier le camarade Yann Moix. Vous voulez visiter sa chambre? Non, l'accès à la chambre du camarade Yann Moix est interdit aux femmes de plus de 25 ans. Ah d'accord. Et question loisir, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons des parcs d'attractions, Kim Jong-land, sensation forte garantie. Calmez-vous, camarade Charline, calmez-vous. Okay. On a aussi des comédies musicales, Chantons sous la pluie atomique, Notre-Dame de Pyongyang, Kim Il-sung, l'opéra rock. Très bien. Et question de monument, c'est quoi cette cabane au fond là-bas? C'est le musée des droits de l'homme. Ah ouais? Oui, c'est petit quand même. Hein. Ouais, on avait plus grand au début, puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas grand-chose à mettre dedans. Bon, passons aux dégustations. Tenez, goûtez notre petite spécialité. C'est délicieux. Ce sont des produits locaux? Oui, c'est de l'opposant politique en circuit court. Car nous sommes très attachés à l'avenir de la planète que nous dominerons. Calmez-vous, camarade Charline, calmez-vous. Très bien. Bon, j'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Je crois que je vais me coucher. Hein. Et dans 2 heures, badaboum, on vous réveille pour assister à un essai nucléaire au coucher du soleil, une expérience inoubliable. Ah, oui. Non, je crois que je vais faire l'impasse. Je ne crois pas, camarade petite futée. Je ne crois pas. Voilà, je me fais peur. Merci Ludivine Bantini, s'il vous plaît. Je rappelle que vous publiez Révolution aux éditions Anna Mosa. Ludivine Bantini, enseignante chercheuse à l'université de Rouen. Salut tous les Rouennais. Vous publiez aussi L'œuvre du temps, mémoire, histoire, engagement, disponible aux éditions de la Sorbonne depuis le mois de janvier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci les amis. On va se retrouver demain. Nous allons vous laisser le mot de la fin, Ludivine Bantini, à propos de la révolution algérienne. On va faire un fauteuil présidentiel en Tefal, hein, comme ça le futur président n'y collera pas. C'est pas mal. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois par jour vous disiez merci? Merci